Et coucou les gens, aujourd'hui j'ai reçu un colis très particulier que je vais m'empresser d'ouvrir avec vous. Il s'agit de la fusée Saturne V en taille 1/110e, très réaliste, très complexe, réalisée par Lego, par la branche Lego Ideas. Donc ça veut dire que c'est un projet qui est de base proposé par un fan, puis réalisé par Lego. Donc les modèles ne sont pas en vente définitive, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ils arrêteront de les vendre, ce qui la rend assez unique en plus. Elle est très longue à construire, assez compliquée. Elle est immense, elle fait 1 mètre de haut et elle contient 1969 pièces. Un petit clin d'œil à l'année de lancement Apollo. Du coup, je vais l'ouvrir avec vous, la monter devant vous et en même temps vous raconter la petite histoire du programme Apollo. La conquête mondiale pour les sciences et l'espace a poussé les géants de cette terre à se rapprocher perpétuellement des objectifs les plus lointains, inatteignables et grandioses que l'homme n'ait jamais connus. Dans la course à celui qui aura la plus grande, dans le conflit qu'opposaient les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique entre 1947 et 1989, nous avions eu droit à tout ce qui puisse sortir de l'entendement. La plus grande armée, la plus puissante des armes de destruction massive, la plus grande richesse, le plus grand contrôle planétaire, mais ce qui était le plus important pour le long terme, c'est l'étalement des connaissances technologiques et scientifiques. Se déclenche alors la course à l'espace. Celui qui arrivera le premier dans l'espace, le premier en orbite, le premier à franchir notre limite terrestre pourra s'ouvrir sa puissance sur notre chère voisine la Lune et aux confins de l'espace. Le premier engin à franchir la barrière du vide a été conçu par le Reich allemand et lancé le 3 octobre 1942. Mais dans le contexte de guerre, il fallait se soucier d'autre chose, car Hitler avait un désintéressement total pour le spatial, et ce vol a très vite été effacé des tableaux et rapidement oublié par tous. Il s'en vient alors sur les prototypes développés durant la Seconde Guerre mondiale, notamment sur les engins volés aux Allemands après leur destruction, une suite considérable de tests, de lancements ratés et d'échecs écrasants. Malgré tout, et avec un appui budgétaire incommensurable, débloqué par les deux puissances, le développement se poursuit, et ce très rapidement. Les soviétiques lancent leur premier satellite, Sputnik 1, en 1957, les Anglais, eux, 5 mois plus tard, avec le Vanguard 1. En 1959, l'Union soviétique réussit une nouvelle prouesse, celle d'envoyer un engin non habité frôler la Lune, puis un second toucher le sol avec les missions Luna 1 et Luna 2. Encore une fois, les soviétiques arrivent en premier, en 1961, à survoler Vénus malgré une perte de communication. Erreur que rattrapera les États-Unis 8 mois plus tard, plus proches de la planète, tout en gardant leur communication intacte malgré la distance exceptionnelle pour l'époque, et feront le premier survol de Mars à peine 3 ans plus tard. En attendant, le 12 avril 1961, les Russes réussissent la prouesse d'envoyer le premier homme dans l'espace, et en orbite. Une réussite obtenue grâce à la fameuse sécurité avant tout, dogme de la NASA, qui a longtemps repoussé les tentatives de vol à transport d'humains des États-Unis, mais qui ne les empêche pas de faire de même 28 jours plus tard. Yuri Gagarin et Alan Shepard sont alors les deux premiers humains soviétiques et américains à atteindre le vide spatial. Cette claque a poussé les États-Unis à aller plus vite, plus loin. Et moins d'un an après, le 20 février 1962, c'est un vol suborbital complet que réalise l'Amérique à son tour. Pour se faire à l'idée de la fulgurance de la course qui oppose ces deux pays, la Chine, elle, troisième puissance dans le domaine, ne parvint à réaliser un vol orbital qu'en 2003, le 15 octobre plus précisément. Après une tire-labour qui a duré un moment, sur qui enverra le plus loin, le plus longtemps, le plus grand nombre d'humains, etc., et en plus des objectifs de visite des planètes qui enverra des sondes telles que les fameuses Voyager 1 et Voyager 2,
Les deux pays cherchent désormais à envoyer un ou des humains pour frôler le sol lunaire en premier. Les techniques actuelles ne sont capables de n'envoyer que des charges faibles en orbite et ne peuvent se permettre d'envoyer de lourdes charges, tel un atterrisseur, qui plus est à plus de 350 000 km de la Terre. Il faut alors inventer un monstre, un titan, un appareil jusqu'alors considéré comme inimaginable sur le plan physique et technique, quelque chose capable de soulever des montagnes sans difficulté. Les deux pays s'y sont alors attelés. D'un côté, les Russes ont essayé, sans succès, de lancer une fusée énorme, munie de 30 moteurs sous une énorme tuyère. Dénommée N1, prévue pour la Lune, Mars, Vénus et pour envoyer d'énormes stations spatiales, elle ne sera jamais utilisée. Après 4 lancements ratés, le projet est abandonné, faute de moyens et d'accords gouvernementaux, et les soviétiques se concentreront à nouveau vers le développement de la puissance par la peur et par la propagande. De leur côté, l'énorme puissance américaine, elle, met au point une fusée gigantesque, la plus grande alors jamais conçue et jamais égalée jusqu'au projet d'aujourd'hui en 2020. Elle sera utilisée pour 13 lancements sans aucun échec, pour 110,6 mètres de hauteur et 10,1 mètres de large. Elle utilise un total de 11 moteurs pour être capable de lever ses 3038 tonnes au décollage et ramener 140 tonnes en orbite basse et jusqu'à 47 tonnes en orbite lunaire. L'inimaginable venait d'être conçu, l'impossible venait d'être réalisé, la Saturne V vient de voir le jour, et avec elle, la mission la plus importante de l'humanité, celle qui nous amènera physiquement conquérir l'inconnu, poser le pied sur un sol autre que celui sur lequel nous avons vu le jour, le programme Apollo. Le programme spatial Apollo considère 17 missions distinctes et ont eu une seule et unique perspective, la Lune. Ce programme a eu recours à la grandiose Saturne V, à partir d'Apollo 4, première mission à porter le nom du projet. Avant cette dernière, ce sont les fusées de test qui sont utilisées. Tout commence le 26 février 1966, avec la mission AS-201. Officieusement nommée Apollo 1, cette mission consiste à tester Saturne IB, le prototype de la future Saturne V. C'est un vol balistique servant à tester un véritable exemplaire du vaisseau Apollo et de l'étage IVB, tous deux installés par après sur la fusée finale, mais aussi son moteur principal et son bouclier thermique pour le retour. AS-203, qui était normalement la troisième mission d'Apollo, est réalisée avant la deuxième, car plus simple en temps et en heure. Le 5 juillet 1966, une fusée est tirée avec succès, vide, pour observer le comportement de l'hydrogène et de l'oxygène liquide présents dans les réservoirs une fois l'engin placé en orbite. La NASA voulait être sûre d'elle. AL-202, aka Apollo 2, est lancé 50 jours plus tard. Nous sommes le 25 août 1966 et la fusée Saturne IB lance une charge utile afin de réaliser un peu moins d'une orbite terrestre. Encore une fois, pour mettre à l'épreuve le vaisseau Apollo, la tour de sauvetage, les programmes de navigation, les piles à combustible, le moteur et la structure. Le 27 janvier 1967, l'Amérique est en deuil. L'équipage initial de la mission suivante périt dans un incendie survenu dans le vaisseau Apollo lors d'un test qui devait les préparer pour un vol prévu un mois plus tard. Une panne électrique dans une atmosphère extrêmement riche en oxygène est responsable de la mort de 3 astronautes, sanglés à leur siège et qui n'ont eu le temps d'ouvrir la trappe de secours. Cette négligence retarde alors toute la mission de 21 mois, augmentant encore la pression des équipes alors que l'on craignait à ce moment le lancement du programme soviétique sur lequel nous n'avions aucune information.
Cet incident involontaire permit alors à la NASA de lancer la construction de la fameuse Saturne V, afin de rattraper son retard malgré des problèmes de contraintes sur le second étage. Nous sommes désormais le 9 novembre 1967, tout le monde retient son souffle, Apollo 4 est au pas de tir, et à cette occasion spéciale, la Saturne V prépare son premier vol inaugural. Aucun astronaute à son bord. Elle supporte une fois encore le vaisseau Apollo. On y testera le comportement de la nouvelle dame, son colis qui sera soumis à la plus grande violence et vitesse d'entrée jusqu'à Stardust. 4098 capteurs sont installés pour l'occasion. La mission sera un succès. L'Amérique vient de redorer son image. Quelques mois plus tard, dans la nuit du 22 janvier 1968, on ressort la Saturne IB pour Apollo 5 et pour tester le module lunaire. Les conditions de vol sont désormais réelles, on peut donc y tester les moteurs et les capacités de manœuvre dans le vide. On y teste également les manœuvres d'urgence telles que les séparations et la mise à feu des moteurs d'ascension, sans avoir largué les étages de descente. Même si l'électronique a fait des petits caprices, la manœuvre d'interruption de la phase d'atterrissage fonctionne. Le module lunaire obtient son passeport pour le voyage. Pour la mission Apollo 6, le 4 avril 1968, la Saturne V répète de façon la plus complète la mission Apollo 4. La NASA revient déçue, 2 moteurs du second étage cessent de fonctionner prématurément. L'unique moteur du troisième étage ne veut lui pas du tout donner signe de vie après un premier allumage, mais les équipes prétendent être satisfaits car tous les tests sont réalisés avec succès et les véhicules pouvaient être embarqués en toute sécurité. La NASA affirme que les bouchées doubles seront mis à partir de ce moment. Un an après, durant 7 mois, les missions préparatoires se déroulent donc. Cette fois, des hommes sont de la partie. Le 11 octobre 1968, avec la mission Apollo 7, une Saturne IB envoie le nouveau modèle du vaisseau Apollo seul pour un séjour orbital de 10 jours pour entraîner l'équipage aux manœuvres en conditions réelles. L'équipage est récupéré sans incident dans l'Atlantique. C'est la dernière fois que la Saturne IB est utilisée pour le programme lunaire. La première fois que l'Amérique envoie un équipage de 3 personnes dans l'espace. Le tout diffusé bien évidemment par la télévision. À peine 2 mois plus tard, le 21 décembre 1968, une expédition habitée de 8 jours est envoyée pour Apollo 8 en orbite autour de la Lune. Cette fois, c'est la Saturne V qui prend le relais, mais avec, à son bord, une maquette de l'atterrisseur. Le test est considéré comme risqué, car si une panne parvenait à se produire, la mission serait irrécupérable. La NASA ne veut plus prendre de risques, on soupçonne les soviétiques d'être prêts. La mission est donc en partance. Le vaisseau Apollo fait donc 10 révolutions lunaires avant de revenir. C'est la première fois qu'un homme voit de ses yeux la face cachée de la Lune. On en profite pour prendre des photos, apprécier le moment et observer la mer de tranquillité, lieu prévu pour l'atterrissage du programme. Apollo 9 constitue le premier essai en vol de l'ensemble de l'équipage final prévu pour la mission lunaire. Tout est là. Le vaisseau Apollo est baptisé Gumdrop et le LEM est baptisé Spider. La mission décolle le 3 mars 1969 pour une durée de 10 jours en orbite terrestre pour tester chaque manœuvre et chaque composant de chaque étage. On en profite pour réaliser une manœuvre de sortie extravéhiculaire de 56 minutes pour simuler un transfert d'équipage en passant par l'extérieur. Cette manœuvre simule une instruction d'urgence en cas de problème avec le vaisseau et se sert du module d'atterrissage comme bouée de sauvetage. Le 18 mai 1969, pour la mission Apollo 10, tout est prêt. Tout avait été testé, tout avait été répété. La NASA comptait sur cette mission pour en faire LA mission où l'humain poserait le pied sur la Lune. Mais vu qu'il n'y avait toujours aucun signe de vie des soviétiques, le dirigeant de la NASA
décida de faire encore de ce vol un vol de test en conditions extrêmes et poussées. L'équipage fait alors ce qu'ils ont toujours appris de faire. La descente lunaire est opérée, l'étage de descente est largué et la mission a avorté à 15,6 km du sol. Les astronautes, eux, repartent vers l'orbite avant de rentrer sur Terre le 26 mai. C'est la fin des tests pour le programme Apollo. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Plus 30 seconds. Roll complete and pitch is programmed. À la date du 21 juillet 1969, la fusée Saturne V, partie 6 jours plus tôt, le 16, est coiffée de la mission Apollo 11, avec à son bord les très célèbres astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin, qui atterrissent sur le sol lunaire, et avec Michael Collins resté en orbite. Le premier à sortir, Armstrong, pose le pied sur la Lune et dit cette phrase iconique. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. That's one small step for man, one giant leap for mankind. L'objectif principal étant d'atterrir avec succès, les astronautes en profitent pour déployer une station scientifique simplifiée et récolter au passage 21,7 kg de roches et de sol lunaire. La remontée est faite sans encombre et à leur retour sur Terre le 24 juillet, les astronautes et les échantillons de roches sont placés en quarantaine durant 21 jours par précaution. Une procédure scientifique qui sera abandonnée après Apollo 15. À partir de ce moment, les missions Apollo s'enchaînent. On en profite pour visiter d'autres zones d'atterrissage sur le sol lunaire. Le 14 novembre, la Saturne V est à nouveau en partance pour la Lune lorsqu'elle est frappée par la foudre. L'équipage arrive à redémarrer et la mission se poursuit. Cette fois, on atterrit dans l'océan des tempêtes, à 180 mètres d'une sonde pour en récupérer des fragments afin d'étudier le comportement des matériaux à long terme sur le sol lunaire. On prend de magnifiques photos de la surface et 34,1 kg de roches sont rapportés. La mission Apollo 12 est un succès. 2 excursions ont été réalisées avec un total de 7 heures et 45 minutes pour une distance de 2 km à pied, non sans s'éloigner de plus de 470 mètres du module. Le 11 avril 1970, Apollo 13 subit un incident. Durant le transit Terre-Lune, un réservoir explose lors de la mise en route du système de brassage du réservoir. L'équipage, qui a alors peur d'utiliser le moteur principal, se réfugie dans le module d'atterrissage pour se diriger à nouveau vers la Terre avant de retourner dans le module de rentrée et revenir sans encombre. Le 31 janvier 1971, la mission Apollo 14 part vers la Lune. Encore une fois, la fusée rencontre un problème lors du transit, mais cela n'empêche pas le bon déroulement de la mission. Cette fois, et grâce à la mission précédente, le module est plus précis pour l'atterrissage, ce qui lui permet de se poser sur des terrains bien plus accidentés, tels que le site Fra Mauro. Cette mission avait pour but de récolter des roches prétendues comme les plus anciennes de la surface lunaire. On en récoltera 42,9 kg. Mais ce n'est pas pour cela que cette mission fut célèbre. Alan Shepard, lors de cette mission, a réussi à emmener à bord, et ce clandestinement, un club de golf, et s'est amusé à tirer des balles depuis le sol lunaire lors de sa sortie. La mission Apollo 15, partie le 26 juillet 1971, a pu embarquer un module lunaire alourdi grâce à l'optimisation du lanceur.
Le poids supplémentaire débloqué bénéficie donc à la mission de ramener un rover sur le sol lunaire par la même occasion, mais également de plus importantes réserves d'oxygène et de puissance électrique pour l'endurance de la mission. Le rover a permis de parcourir 28,2 km lors de 3 sorties et de ramasser 76 kg de roches, dont un cristallin de la croûte lunaire datant de 4,6 milliards d'années. Avec tout cela, on en profite pour larguer un petit satellite scientifique en orbite et James Irwin est pris en photo en faisant le salut américain à côté du drapeau qu'il venait de planter sur le sol lunaire, prouvant par la même occasion la supériorité américaine au monde entier. Pour le retour, l'un des 3 parachutes est défectueux, ce qui secoue un peu les astronautes, sans dommages ni blessures. Le 16 avril 1972, l'avant-dernière mission, Apollo 16, part pour se poser sur les hauts plateaux lunaires. Encore une fois, un rover est embarqué, un mini-satellite est largué et 95,4 kg de roches sont récoltés. Pour la dernière mission du programme, Apollo 17, décollé le 7 décembre 1972, Eugene Cernan et Artisom Schmitt sont les derniers hommes à marcher sur la Lune à ce jour. Ils exercent la sortie véhiculaire la plus longue, 22 heures et 5 minutes, et reviennent avec 111 kg de roches lunaires. C'est la dernière fois que l'homme met le pied sur la Lune. Le programme Apollo prend fin. Après cela, la Saturne V ne sera utilisée que pour une mission du programme Skylab, visant à continuer la conquête spatiale, programme consistant à envoyer une station spatiale américaine de 90 tonnes en orbite basse le 14 mai 1973. Cette dernière, lors de son lancement, a perdu un panneau solaire et du revêtement thermique. Elle restera en fonction 2243 jours, dont 171 d'occupation humaine. Le programme Apollo a coûté 288 milliards de dollars américains actuels, ramené 382 kg de roches et permis des bénéfices économiques et scientifiques gigantesques, un enrichissement historique jamais égalé et bien plus. Il faudra attendre au minimum jusqu'en 2025 pour que l'homme frôle, peut-être, à nouveau le sol lunaire grâce aux nouvelles fusées. C'est également la fin de la Saturne V, trop chère, trop coûteuse, les fonds levés pour le reste des programmes tels que Skylab, les voyages vers Mars ou Vénus et autres sont insuffisants. Le 20 septembre 1970, les missions Apollo 18, 19 et 20 sont définitivement annulées, tout comme le reste des missions de la Saturne V et de sa production. La fusée, du haut de ses 110 mètres, fait plus du double de la taille de la navette spatiale qui servait à l'acheminement des astronautes vers la Station spatiale internationale. Comme dit précédemment, elle faisait 3038 tonnes au décollage. Il fallait donc une force extrême pour la soulever. Le premier étage était donc muni de 5 propulseurs F1 délivrant un total de 34 méganewtons. 34 méganewtons, c'est en simplifiant au sens large l'équivalent de l'énergie développée par 136 000 moteurs de voitures citadines ensemble. Le premier étage de 42 mètres de haut fonctionnait avec un mélange de kérosène et d'oxygène liquide. Avec une pression de sortie de 66 bars, il consommait 2150 tonnes de carburant et était prévu pour fonctionner 150 secondes sans allumage. Les moteurs sont orientables grâce à des vérins hydrauliques et servent à élever la fusée à une altitude de 61 km et à une vitesse de 8600 km/h avant de se décrocher avec l'étage SIC. Si aucun problème ne s'est déroulé jusque-là, et une fois la tour de sauvetage décrochée, le deuxième étage de la fusée,
qui contient dans ses 24,8 mètres de haut 5 moteurs J2 rallumables et orientables, alimentés par 2 réservoirs, un d'oxygène liquide et l'autre d'hydrogène liquide, à une pression de 30 bars, un mélange proposant plus de puissance, plus longtemps dans le vide spatial. Cet étage contient 440 tonnes de carburant qui doit brûler durant 360 secondes afin d'atteindre une orbite jusqu'à 180 km d'altitude à une vitesse de 6,3 km par seconde. Grâce aux instruments embarqués, la fusée se met donc sur une orbite automatiquement jusqu'à l'utilisation complète de ses ergols. On peut également amorcer une annulation de la mission et son retour. Une fois les réservoirs vides, l'étage SII se détache. La fusée a atteint 90% de sa vitesse nécessaire et finit donc sa mise en orbite avec le troisième étage. Muni d'un unique moteur J2, également rallumable et orientable, l'étage SIVB n'a que 95 tonnes de carburant, également en hydrogène et oxygène liquide mélangés. Cet étage ne va propulser le reste de la fusée uniquement pendant 140 secondes avant d'être éteint. Il s'est écoulé que 11 minutes et 30 secondes depuis le décollage de la Saturne V, qui vient d'atteindre une altitude de 164 km et se trouve en orbite de parking, là où la trajectoire ne peut rester stable suite au frottement atmosphérique. Pour les missions de test, les fusées vont un peu plus haut, entre 165 et 180 km d'altitude, avant de réaliser une manœuvre de retour. Ici, les astronautes vérifient encore une fois tous les instruments avant la manœuvre d'injection translunaire. Cette dernière intervient 2h30 après le lancement. Le moteur du troisième étage se rallume pour une durée de 6 minutes, portant l'engin à plus de 10 km par seconde, lui permettant de quitter l'attraction terrestre et de se diriger vers la Lune. Quelques heures après la manœuvre, et dans son trajet entre la Terre et la Lune, le module de commande Apollo se sépare du troisième étage, fait un demi-tour sur lui-même avant de s'arrimer sur le LEM, qui se situe sous lui durant le lancement. Une fois cette manœuvre effectuée, le troisième étage se sépare enfin, car il pourrait représenter un danger pour le reste de la mission. Le reste des ergols est brûlé pour envoyer l'étage loin de la trajectoire du reste de la fusée. Plus tard, à partir d'Apollo 13, cet étage sera dirigé contre la Lune afin de mesurer la densité des sols en mesurant les ondes sismiques créées par l'impact ou seront accélérées autour de la Lune pour les envoyer vers une orbite solaire. Au-dessus du troisième étage se trouve la case à équipement, qui abrite l'électronique et les ordinateurs de la fusée. Toute l'électronique qui est cruciale pour le bon déroulement de la mission est triplée, et un ordinateur se charge de comparer les 3 systèmes pour la prise de décision. Il faudrait alors que 2 des 3 copies du système posent problème pour que la mission soit annulée. Au final, on se retrouve donc avec 2 modules ancrés l'un à l'autre en direction de la Lune. Nous avons d'une part le module de service et de commande Apollo CSM, qui pèse 30 tonnes et comprend un habitacle pour 3 astronautes, dont un qui ne descendra pas sur la Lune. Il propose ainsi une propulsion et un module de service. C'est la seule partie qui reviendra vers la Terre et dans laquelle les astronautes séjournent. L'autre part est le module lunaire Apollo, LEM, qui lui peut accueillir 2 personnes. Il comporte 2 étages, un qui permet la descente et l'atterrissage sur la Lune, sert de plateforme et contiendra le rover, et un deuxième étage, là où séjourneront les astronautes avant de remonter vers l'orbite lunaire et vers le CSM quand la mission sur la Lune sera achevée. Une fois à nouveau sur l'orbite lunaire, le module de remontée rejoint le module de commande, s'y attache le temps que les astronautes reviennent dans le CSM, avant de larguer le module de remontée pour directement retourner vers la Terre sans se mettre en orbite.
Avant d'entrer dans l'atmosphère, le module de commande se sépare du module de service pour amérir seul à l'aide de parachutes spéciaux et de bouées. Aujourd'hui, plusieurs versions du lanceur de la Saturn V sont exposées au Centre spatial Johnson, au Centre spatial Kennedy et à l'US Space and Rocket Center. Mais il n'y a qu'au Centre Johnson que l'entièreté de la fusée capable de décoller est exposée.